Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. L'intelligence artificielle bouleverse nos milieux de travail, soulevant d'importants défis d'adaptation pour les organisations québécoises. C'est dans ce contexte que l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées vient de déposer un mémoire au ministère du Travail proposant des recommandations concrètes pour encadrer cette transformation numérique. Pour discuter des enjeux organisationnels, mais également législatifs liés à l'IA au travail, et puis explorer comment concilier innovation technologique et bien-être des travailleurs, on va aller rejoindre la directrice générale de l'Ordre. Bonjour, Manon Poirier. Bonjour. Madame Poirier, pourquoi c'est important pour vous de déposer ce mémoire au ministère du Travail? Oui. On s'est senti interpellés parce que, bien sûr, depuis plusieurs années, plusieurs acteurs se posent des questions sur l'impact de la transformation numérique sur les milieux de travail. Puis, on saluait l'initiative au moins de consulter les acteurs du monde du travail. Donc, on est très conscient de l'impact. Il y a plusieurs, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, mais on lit un peu ici ce qui se fait dans le monde, puis on a parfois des scénarios un peu catastrophiques de comment l'IA va changer les emplois, les enjeux sur le développement des compétences. Bref, on est au cœur des organisations, ce qui se passe en ressources humaines, nos professionnels le voient sur le terrain. Alors, c'est important pour nous de joindre notre voix à cette consultation du ministre, dans l'espoir que ça donne des résultats dans quelques mois, qu'il y aura quelque chose de concret là, sur la table. Dans le mémoire, vous soulignez l'importance de clarifier les notions de responsabilité et d'imputabilité des parties prenantes dans les décisions qui sont prises par rapport à l'IA. Pouvez-vous préciser comment on pourrait clarifier ces responsabilités-là? Le concepteur des technologies, est-ce que cette personne-là, cette entité-là, cette firme-là, est-ce qu'ils ont une responsabilité? Est-ce qu'ils peuvent se dire, ben nous, on le crée, puis c'est vous qui l'utilisez, fait que c'est vous qui prenez la pleine responsabilité? Est-ce que l'utilisateur, donc il y a le client, l'organisation, mais est-ce qu'il y a, dans un monde de travail, l'utilisateur ultime, le gestionnaire, le professionnel qui utilise les technologies, c'est quoi sa responsabilité si, par exemple, l'algorithme n'est pas adéquat, si les données avec lesquelles on a nourri la technologie étaient peut-être pas les meilleures et tout ça. Fait que c'est d'essayer de s'assurer que chacun des utilisateurs ait une part de responsabilité. Sur les mots, puis le pourcentage, puis la proportion, je vais laisser les experts. Puis en fait, il faudrait que ça soit multidisciplinaire, ce regard-là. Ça ne peut pas être que juridique, ça ne peut pas être que technologique. Il faut aussi amener des gens à la table, des gens notamment, bien sûr, de ressources humaines parce qu'ils sont très conscients là, de ce qui se passe dans les organisations. Donc, de venir le clarifier pour responsabiliser tout le monde. Selon un sondage de l'Ordre, il y a seulement 8% des organisations qui ont amorcé une évaluation des répercussions de l'IA sur leur travail. Et puis, de l'autre côté, vous nous apprenez qu'il y a 63% des professionnels en RH qui estiment que l'IA aura une incidence importante. Comment vous expliquez ces écarts entre les deux? Je pense qu'il y a quelque chose comme l'accélération ou la grande rapidité. J'ai l'impression, il y a quelques années, bien sûr, on parlait des technologies, mais je vous dirais que l'IA générative est venue bouleverser. Je pense que pour beaucoup de gens, c'était un peu dans l'angle mort. On se disait, ça va arriver, ça va arriver. Soudainement, c'est arrivé. Fait que beaucoup d'organisations pensaient, OK, un jour, moi, organisation, je vais implanter des technologies d'IA, puis je pourrais m'assurer qu'on a vu les impacts sur les emplois, sur les compétences, mais là, l'IA est arrivée dans nos organisations par la bande. Ce sont les gens qui utilisent cette IA générative-là qui est accessible maintenant. Donc, je pense que ça va vite. Donc, conscient de l'impact, mais la surprise, c'est que c'est arrivé par la bande. Et là, ils nous disent, ben oui, c'est important, mais ils n'ont pas encore vu d'impact là, sur... beaucoup l'utilisent pour la rédaction, même le graphisme, des équipes de technologie qui l'utilisent pour le code. Fait que là, je pense qu'il y a une espèce de rapidité, prise de conscience qu'il faut bien venir encadrer l'IA. J'ai une organisation récemment qui me disait, nous, on va l'interdire. Alors, bien sûr, je me dis, ben c'est pas l'approche à privilégier
elle est là, les gens l'utilisent, mais mettons en place des principes d'encadrement, éduquant les gens sur les risques, les enjeux de confidentialité et aidons aussi les gens à être meilleurs dans l'utilisation de l'IA. À l'intérieur du mémoire, il y a une recommandation qui parle de renforcer les mécanismes de dialogue avec les travailleurs pour assurer une utilisation plus responsable de l'IA. Est-ce que vous avez des modèles de consultation ou de participation des employés dans quelque chose qui ressemblerait à ça? Ben, on voit émerger dans certaines discussions ou négociations de conventions dans les très récentes années où ce sujet-là est amené sur la table, où les syndicats et le patronat se sont assis et ont dit, ben, si vous implantez des technologies de l'IA, on veut que les employés soient présents, on veut que le syndicat soit là pour venir un peu de façon transparente voir comment ça pourrait venir changer les emplois, comment ça pourrait venir changer les tâches. C'est très récent. Fait que je pense que ça va se voir multiplier dans les prochaines années, mais aussi dans les environnements qui sont pas syndiqués, s'assurer qu'on a ces mécanismes-là de dialogue avec les travailleurs pour s'assurer là que qu'on est le plus transparent possible, puis qu'on essaie de soutenir les gens dans le développement de leurs compétences, s'assurer là qu'ils peuvent traverser toutes les transformations qui arrivent. Vous avez mentionné le mot biais tout à l'heure, le biais cognitif lié à l'IA. Ça serait quoi des mesures concrètes que les organisations devraient mettre en place pour détecter puis atténuer ces biais-là? Ben, c'est là un des défis. Je pense que l'utilisation simple, sans parler de biais, c'est de s'assurer que les gens, bien sûr, on le sait, là, l'IA générative, elle est performante, mais elle fait des erreurs. Donc de s'y fier de façon absolue est un faux pas. C'est de valider les sources, s'assurer que l'information est adéquate et tout ça. Donc, pour s'assurer qu'on se fie à la bonne information. Après ça, là où c'est un petit peu plus complexe, c'est qu'on l'a vu beaucoup en ressources humaines. Il y a quand même de nombreuses années où des grandes organisations avaient testé des technologies de l'IA pour la sélection, par exemple. Alors, tu sais, c'était merveilleux, là, c'est vendu. Tu n'auras plus à lire des CV. Moi, je vais les lire. L'IA va les lire pour toi, puis il va te recommander ton top 5, tu sais. Mais comme professionnel en ressources humaines, j'ai une responsabilité de m'assurer de comprendre, même si je suis pas une experte en IA, de comprendre d'où viennent les données. Puis on le sait, il y a eu certaines ratées dans les grandes entreprises comme Google et d'autres que finalement l'IA s'est abreuvée de données. On cherchait à doter des postes en technologie, ben c'est ça, 90% des employés étaient des hommes, fait que hommes blancs, ben c'est ça, ça a redonné des hommes blancs, mais parce que l'IA peut pas, à un moment donné, il y a une limite. Fait que je pense qu'il y a un degré de questionnement qu'on doit avoir comme professionnel, puis c'est pas parce que notre responsabilité et notre jugement professionnel ne doit pas être de mes côtés parce que des technologies qui nous aident à prendre des décisions. Parallèlement, ou je veux dire, dans ce contexte-là, vous mettez aussi de l'avant l'importance de la formation, et autant pour les travailleurs que les gestionnaire. Clairement, clairement. Donc, oui, bien sûr, les gestionnaires, on le voit dans les pratiques, et là, pas qu'en IA puis en technologie, mais si on regarde les habitudes des organisations dans les dernières années, c'est le groupe qui est le plus formé. Et c'est correct parce que souvent, ils ont une influence sur les employés. Donc, oui, il faut former les gestionnaires, mais il faut pas oublier l'ensemble des employés. Et dans ces données un peu historiques des habitudes des organisations, on voit que les organisations investissent dans leurs gestionnaires, les professionnels, après ça, dans les gens de la vente, service à la clientèle, puis après ça, beaucoup moins pour les professionnels administratifs, beaucoup moins pour les gens de production. Faut pas oublier ces gens-là. Faut pas oublier ces gens-là parce que sans être dans les scénarios catastrophes, c'est pas notre perspective là à l'ordre sur l'IA et son impact, mais quand même ces gens-là, il y a quand même aussi un pourcentage de leur travail qui va être transformé par l'IA. Il faut s'assurer qu'ils ont les compétences, et c'est pas que des compétences en IA, hein. C'est ça le défi, c'est souvent, on dit, ben, l'IA, c'est merveilleux, ça va remplacer des tâches qui sont un petit peu récurrentes. Fait qu'il y a oui, mais le 30%, par exemple, d'un travail qui va être remplacé, est-ce que moi, comme individu, j'ai les compétences pour faire les autres tâches qu'on veut tant que je fasse? Donc, quand on dit, c'est investir dans le développement des compétences, oui, en IA, en littératie numérique, mais aussi sur ces autres compétences-là que j'ai besoin pour faire autre chose qu'on me dit qui va être plus satisfaisant pour moi comme individu. Mais des gens qui sont très inquiets, est-ce qu'on a les compétences pour faire ça? Dans le mémoire, vous préconisez l'autorégulation des pratiques dans le domaine de l'IA par les employeurs, là. Comment vous voyez ça? Oui, ben je pense que l'idée, la législation n'est pas toujours la solution. Dans ce cadre-là, je pense qu'on doit avoir un cadre parce qu'il y a des enjeux qu'on connaît pas, puis il faut se donner un cadre, puis un espèce de filet. Mais c'est d'inviter les organisations à donc s'autoréguler. Donc, déjà faire l'exercice dont on parlait de dire quel impact ça va avoir sur mon organisation, ces technologies-là, quelles compétences je veux préserver.
parce qu'il y a aussi une perte de compétences possible liée à l'IA. Alors, quelles sont les compétences stratégiques que je veux préserver? Accompagner, bien sûr, mes gens, on a parlé de développement, puis aussi, c'est ça, de mettre il y a des enjeux de confidentialité, il y a des soucis. Donc, se mettre ces principes-là en place rapidement, on peut le faire rapidement. On n'a pas besoin nécessairement des experts. Des fois, les PME me disent, ah oui, mais là, nous, on n'a pas accès à des experts. Non, en fait, je pense qu'on, de façon assez accessible aujourd'hui, on est capable de venir mettre certains principes de base d'utilisation, par exemple, de l'IA générative dans nos organisations, qui se fait déjà pour donner ce cadre-là. Donc, un peu autoréguler nos pratiques pour prendre le levier que sont ces technologies-là en termes de productivité. On parle beaucoup de productivité ces temps-ci à juste titre. Donc, on veut augmenter cette productivité-là, mais donc on peut le faire avec l'IA, mais il faut bien l'encadrer et les organisations peuvent le faire. C'est le mot magique, encadrement, puis j'ai toujours le goût de dire, on a quand même de l'expérience. Quand l'informatique est arrivée au sein des entreprises et la mobilité avec les ordinateurs portables qui partaient chez les gens, on a dû encadrer. Quand l'Internet est arrivé, on a dû encadrer. Les réseaux sociaux, la même chose. Et l'IA, c'est un nouveau processus, mais on ne part pas avec une page blanche. Tout à fait, vous avez bien raison. Donc, on a ces habitudes-là, on a la capacité de gérer les changements. On sait aussi que les individus embrassent beaucoup plus rapidement les nouvelles technologies que les organisations, puis éventuellement les gouvernements le font. Donc oui, on a de l'expérience dans l'encadrement et il faut pas aussi se précipiter non plus, ni comme organisation, ni gouvernement, à mettre des cadres trop serrés parce que ça va vite, le développement de l'IA. Je pense qu'il y a ce petit facteur exponentiel-là. Mais effectivement, on est capable de construire sur ce qu'on a fait par le passé. Et c'est mieux de mettre un cadre qui soit pas parfait que de dire, oh mon Dieu, je vais attendre que quelqu'un développe le cadre parfait, mais les années vont passer, puis comme organisation, les individus dans votre organisation vont dire, ben là, vous manquez de bateau, là. Donc, on est mieux d'en faire un, puis le raffiner au fil du temps. L'ordre étant présent à travers le Québec, je me demandais, est-ce que vous, déjà aujourd'hui, vous avez vu des cas d'entreprises qui ont commencé à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je sais qu'au gouvernement du Québec, on envoyait un mot en disant on va mettre un holà sur l'utilisation pour le moment, mais par exemple dans le secteur privé ou ailleurs? Oui, on a vu quelques exemples, puis si vous me permettez, l'exemple le plus facile à vous partager, c'est celui de la petite PME qui est l'Ordre. Donc, on est à peu près 70 employés à l'Ordre. Bien sûr, un environnement professionnel. On a, l'année passée, sondé nos employés, déjà 3 sur 4 l'utilisaient. En très peu de temps, 3 sur 4 l'utilisaient comme ça. Alors, donc, on a recensé les pratiques, on a recensé les outils, on a donné de la formation et on s'est donné pas une politique, là, c'est des principes d'utilisation. Donc, et on a choisi de l'embrasser. Maintenant, on a fait certains choix de technologie qu'on pense qui est plus approprié pour notre environnement. Et là, on va former, la prochaine étape, c'est d'aider les gens. Ils font les requêtes, là, ils se débrouillent, mais il y en a qui sont meilleurs que ça. Puis, vous savez, ce que je trouve intéressant, oui, on n'est pas une grande organisation, on a encore le luxe de se réunir toutes dans la même salle, à 70. Oui, mais ça ressemble aussi à la réalité des entreprises québécoises, le gros étant des PME. Oui. Exactement. Et on apprend ensemble, mais ce qui est bien, je trouve, dans ce cas-là, c'est qu'il y a des gens qui ont des facilités pour les technologies, qui ont un intérêt. Fait que c'est des gens dans mon équipe qui n'ont pas nécessairement ce profil-là, ça fait pas partie de leur tâche, qui ont dit hey, moi, j'en utilise, moi, je sais comment, puis ils se partagent ça entre eux. Fait qu'ensemble, on s'assure de développer nos compétences. Parce que ma gang, son compétences sont bons, mais comme tous les employés, ils fonctionnent aussi pour ce qui les intéresse, c'est de pas perdre de vitesse, de compétences, de travailler sur leur employabilité. Puis souvent, je vais faire un petit clin d'œil aux jeunes. On se dit, les jeunes sont nés avec la technologie et tout ça. En fait, ils sont beaucoup plus inquiets que les gens un peu plus vieux comme moi parce que eux autres, ils voient qu'il reste toute leur carrière à faire et ils sont conscients de la rapidité de l'évolution. Fait que des fois, on a dit, les jeunes, ils se débrouillent, ils savent. C'est pas vrai que tous les jeunes maîtrisent au même niveau les technologies. Il faut faire attention. Et il faut surtout les rassurer. Et ils ont des grandes attentes face à l'employeur de dire je veux qu'on utilise les technologies de pointe, je veux que tu me montres comment parce que moi, il me reste 40 ans à travailler, fait que je veux pas être dépassé déjà à la sortie de l'école. Donc, on est fort qu'on fait en ce sens-là, mais c'est ça, mettre à contribution des gens qui ont peut-être pas officiellement ce chapeau-là dans une petite PME, là, mais qui ont du talent puis partagent leur savoir et ça fait aussi, il y a une forme de reconnaissance à travers ça. En terminant, au début, je vous demandais pourquoi c'était important pour vous de participer à cette discussion-là, à quelque part aussi d'influencer la réflexion du gouvernement, mais qu'est-ce qui va être un cadre législatif intéressant et, j'allais dire, proactif de la part du gouvernement dans le contexte de l'IA, selon vous?
Qu'il y en ait un. Donc là, tu sais, c'est de voir, tu sais, il y a eu cette consultation-là, est-ce que ça va se matérialiser? Parce que bien sûr, là, tout le monde est occupé avec les tensions économiques et tout ça. Fait que et je comprends à juste titre, là, c'est pas je comprends la priorité, mais donc qu'il y en ait un qui soit assez souple aussi. Donc, on peut pas mettre un cadre trop serré parce qu'on va se rasseoir un an après puis on va dire ça fonctionne pas. Il y a des choses qui n'existent pas aujourd'hui, tu sais, qui vont exister rapidement puis qu'on ne sait pas. Fait que davantage de grands principes qu'on vient ancrer puis qui s'appliquent là, de façon à toutes les organisations. Et peu importe le cadre qu'on met après, surtout, c'est bien informer puis accompagner les organisations pour qu'ils maîtrisent bien ce cadre-là. Et un cadre pas trop lourd aussi, faut permettre à nos organisations de continuer d'être assez agiles, protéger, oui, clairement, mais aussi de continuer d'être agile pour être compétitif là, sur la planète. Manon Poirier, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Mon prochain invité lance Badge AI, une norme volontaire pour indiquer le niveau d'utilisation de l'IA dans un contenu, que ce soit du son, du texte ou du visuel, sur une échelle de 0 à 4. L'objectif, c'est d'encourager la transparence face à la montée des contenus générés par l'IA ou du moins assistés par l'IA dans sa conception. Pour en savoir plus sur Badge AI, je retrouve l'ingénieur qui est derrière cette proposition de cette nouvelle norme. Bonjour Philippe Bourque. Bonjour. Philippe, vous avez développé, est-ce qu'on peut appeler ça un standard? Une norme. Oui. Et donc, Badge AI, expliquez-moi qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? En fait, c'est de répondre à, je crois, un problème croissant en ce moment, qui est l'identification des contenus générés par intelligence artificielle. On le voit, c'est grandissant comme problème. On a une campagne politique là, qui démarre en ce moment d'ailleurs. Puis c'est bluffant maintenant hein, sur Facebook, etc. Lorsqu'on voit soit des images, des textes, des vidéos, c'est de plus en plus difficile de voir et de déceler si c'est de l'IA ou pas. Et moi, l'idée qui m'est venue, ça fait plus longtemps que j'y parle, mais là, je me suis dit, je vais lancer le projet. C'est la transparence, en fin de compte. C'est de dire aux gens, utilisez une étiquette très simple. Tu sais, moi, c'est STV, S pour tout ce qui est audio, son, V pour vidéo, visuel, image, etc. Et T pour le texte. Donc, de dire, si une échelle de 0 à 4, donc 0, c'est complètement fait par un humain, aucune intervention de l'IA. 1, assistance, on pourrait parler peut-être d'un correcteur pour le texte ou de se faire aider un petit peu pour la révision. 2, là on commence à être plus dans la collaboration, puis là plus ça avance. Et 4, là c'est un prompt, on n'a rien fait. C'est ça. Fait que tu sais, collaboration, c'est ça. 3, je recommence. 2, c'est la collaboration. 3, là, on est plus dans l'intervention, le guidage. Donc, on corrige, on révise, mais tu sais, puis 4, là, on n'a rien fait, on n'a pas touché. On a lancé un invite de commande, on a reçu une réponse. Et comment ça se voit quand un créateur décide d'identifier ça? Comment ça se voit, par exemple, sur une image ou sur une chanson? Pour tout ce qui est réseaux sociaux, moi, j'inviterais les gens à juste en fin de publication, ne serait-ce que dire, moi, ce que j'utilise comme indicateur, c'est S-AI, Artificial Intelligence, le numéro, 0 à 4. Donc, si on publie une image, sur les réseaux sociaux, on peut toujours mettre un commentaire. Même TikTok, la vidéo, on peut mettre un petit VAI3, VAI2. Avec le texte. S'il y a des paroles si c'est un vidéoclip, par exemple, on peut dire la chanson, non, c'est humain, 0. Après ça, la vidéo, j'ai utilisé de l'AI, mais j'ai travaillé ensuite en post-prod. C'est beau, 1, 2. Fait que SAI 0, VAI 1, texte, peut-être 0 aussi. Fait que tu sais, c'est très court, c'est textuel. Puis ça se dit bien aussi, en anglais, ça serait sci, vi, tie, 0, 1, 2, 3, 4. Puis aussi, ça peut être intégré dans les métadatas. C'est ça qui est vraiment, je pense, une approche à plus long terme. Là. On est dans l'utopie, là, mais des compagnies comme OpenAI pourraient, à même leur outil, ChatGPT, de dire
voici une question, la réponse. Ben, si tu fais copier-coller, automatiquement, il pourrait avoir le TAI 4. Mais là, si la personne se met à intervenir, ça descend. 3, 2, 1. Puis Grok pourrait le faire, Claude pourrait le faire, Cursor pourrait le faire. Tu sais, je veux dire, il y a ça, Midjourney, etc. Tu sais, même les logiciels de production musicale, vidéo, d'aider les gens à faire preuve de transparence dans leur publication. À combien de temps vous travaillez là-dessus? 48 heures. On est rendu là. Je parle à un ingénieur. Hein, oui, non, mais on est rendu là, la vitesse. Mais là, je parle du site web. Là, on s'entend. L'idée me trotte dans la tête depuis pratiquement 15 ans, 20 ans. T'sais, moi, j'ai travaillé comme architecte et conseiller à l'identité numérique du Québec. Moi, la notion de traçabilité pour la création de contenu, si on va dans une utopie pure, moi, je la pousserais encore plus loin en disant les logiciels de production, de création devraient inclure même une traçabilité numérique, à l'aide même de notre identité numérique. Mais à l'époque, quand vous étiez en train de travailler sur ce qui est venu avant l'IA, donc les algorithmes, est-ce que même à cette époque-là, vous aviez en tête l'idée de faudrait mentionner qu'il y a des algorithmes qui sont passés là-dedans? C'était pas important à ce moment-là? Je crois que c'était moins important, je crois. Mais déjà, moi, je viens du milieu musical. Des vagues comme ça, avec mon âge, je commence à avancer tranquillement, pas vite. Mais moi, j'ai vu l'apparition d'utilisation massive des samplings, du looping, de l'autotune, des outils qui facilitent énormément. Ça fait qu'on la mentalité de transparence, pour moi, est importante là, depuis longtemps. Mais là, je crois que c'est parce que là, c'est rendu nécessaire, parce que avant, un sampling, ben souvent, on le décelait, c'était assez remarquable. Mais là, c'est bluffant. Complètement. On est au-delà de la compréhension humaine. Ça fait que je pense que ça devient nécessaire. Si je dis à l'ingénieur d'aller prendre une marche et que je m'adresse aux musiciens, ça serait quoi l'avantage pour le musicien d'identifier comme ça, avec un badge d'identification IA, ses œuvres? C'est avant tout, je crois, pour l'éthique et la morale. Moi, je sors un album vendredi, d'ailleurs, en tant que producteur. Ça va être le premier album francophone co-réalisé avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs. Et on fait réagir. On fait réagir énormément parce que les gens ne veulent pas se faire truquer. Les gens, ils veulent être informés, ils veulent être avertis lorsqu'ils écoutent de la musique, parce qu'il y a une corde sensible qu'on vient toucher ici. C'est dès qu'on touche au remplacement de la voix humaine, il y a vraiment là un effet là très biologique, là, très fort, là, qui vient dans nous se réveiller. Et les gens veulent être avertis, un peu comme un explicit language. Mm-hmm. On veut pas, ça peut frapper d'apprendre a posteriori qu'on s'est fait avoir. On ne va pas apprécier une pièce puis par la suite découvrir que finalement ce qu'on a écouté puis ce qu'on a aimé, ben c'était pas des humains qui l'avaient fait. Oui, ne serait-ce que pour imaginer lorsqu'on écoute la bonne chose. Mais par exemple, votre album. Oui. Sur votre album, où vous avez utilisé l'IA? On a utilisé des textes d'une artiste, déjà là. Donc, sans les textes d'une artiste de Québec qui est anonyme, qui s'appelle Insula, impossible d'arriver à un résultat potable. Je le dis d'avance. Donc, il y a quand même un travail de 4 mois en amont qui a été fait là, par un humain. Ensuite, on a utilisé Suno, qui est connu. Pour faire la musique, version 4. Et là, honnêtement, c'est bluffant. Là. C'est à l'aide de simples de commandes. Donc, ça prend par contre une expertise. Ça prend une expertise en prompting. Là. Mm-hmm. Moi, je commence à être pas pire. Après 2 ans, 8 heures par jour, je commence à comprendre les modèles assez rapidement. Il faut travailler le modèle pour comprendre ce qu'il est capable de faire. Puis ensuite, il faut avoir une bonne expertise en musique. Donc, il faut vraiment connaître le langage musical, le langage de production, de réalisation, les termes en termes d'énergie, de tempo, etc. Mais c'est comme être un directeur musical. Quand vous vous adressez à Suno, là, c'est comme, moi, j'ai eu une époque avant de parler de technologie où je parlais de musique et je réalisais des enregistrements musicaux. Quand on s'adresse à Suno, si on veut vraiment là, tirer le maximum, on s'adresse comme si on était un directeur musical puis qu'on parlait à des musiciens. Absolument. C'est la personne dans le fond du studio qui est assis puis I want more savoir ce que le réalisateur veut. Là. Oh, oui, plus de cowbell, s'il vous plaît. Ouais. Mais c'est ça. Là, par contre,
une fois rendu là, tout est généré par l'IA. Hein? La musique, les paroles, la voix, pas les paroles, pardon, la voix. Donc, on parle d'une chanson qui est faite d'un bout à l'autre, d'un seul coup. Ensuite, ben là, c'est plein de petites erreurs. Il n'y a rien, on n'a pas eu de chanson parfaite du premier coup. Fait que là, même affaire, en tant que scientifique, en tant qu'ingénieur, en tant que curieux, ben là, on pousse l'outil. Fait que là, on utilise les outils de remix, de blend, de cut, etc. Fait que là, on vient corriger beaucoup d'erreurs de prosodie en français, des mots sont complètement ratés, mais il y a moyen maintenant avec l'outil de retravailler juste des petites sections. Ça fait que là, ça devient un outil. Là, ça devient un peu, je dirais, de l'aléatoire. Il faut générer énormément de chansons jusqu'à temps qu'on trouve ce qui nous plaît. Puis ensuite, ben on a peaufiné le tout un tout petit peu dans des outils de production normaux, là, de Logic Pro à la fin. Là. Et le mastering, lui, par contre, est fait par un humain. On l'a essayé par un IA, mais nous, on a généré 12 chansons. Mais là, avec des spectres sonores complètement différents, un de l'autre. Fait que, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus avec l'IA dans cet outil-là. Fait que là, l'humain a été vraiment bénéfique pour dire, OK, moi, je vais tout vous égaliser ça. Tout va être sur le même spectre sonore, la même tonalité. Fait que voilà. Fait que c'est vraiment ça, l'IA a vraiment, mais elle a créé toutes les mélodies, toutes les voix. Et là, c'est vraiment bluffant. Vraiment bluffant. Là, on est rendu à un point. Puis on trouve même chose pour le badge IA. On trouvait ça vraiment important. Nous, on est des artistes engagés. On trouvait ça important d'en parler puis de montrer l'état des lieux. Parce que là, en musique, c'est difficile en ce moment. Là, l'industrie, elle souffre depuis le streaming. En fait, on a raté. Moi, je trouve qu'on a raté le train avec le streaming. On a laissé tomber nos artistes. The Pirate Bay a mis le catalogue mondial en ligne gratuitement. Napster a fait que c'est super facile à écouter. Puis Spotify, ben, fait un deal avec les majors. Puis les artistes, ils n'ont pas grand-chose. Fait que là, avec l'IA, on a un autre danger qui vient d'apparaître et qui est vraiment, il faut faire attention, c'est que la majorité des revenus dans l'industrie de la musique, elle provient de musique d'ambiance. Donc, les radios satellites, les radios commerciales, puis même Spotify concentre son modèle sur les musiques d'ambiance en ce moment. Et là, si on a des outils de production qui diminuent drastiquement les coûts de production, ben ces compagnies-là qui sont capitalistes vont peut-être vouloir en profiter, tu sais. Mais il y a un danger. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? C'est pas moi qui décide. Mais pour moi, c'est important cette fois-ci de faire attention à ça puis de réagir. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on conserve notre expertise en auteur, compositeur, interprète, nos studios, tu sais, tout notre artisanat musical. Pour moi, là, avec ce qui vient d'être créé est en grave danger. Pour les raisons que je viens de nommer, parce que les seuls revenus sont pour les droits de production, puis ce qui est diffusé pour de l'écoute d'ambiance. Philippe, vous allez mettre quoi comme badge sur votre album? Ça va être, pour le son, ça va être un SAI3. Donc, c'est vraiment... Intervention humaine, mais le gros du travail par l'IA. Hein? Par l'IA, oui. On est vraiment on n'est même pas dans l'assistance, c'est ça. On n'est pas dans la collaboration non plus, on est dans la supervision. C'est ça. Fait que, tu sais, on a supervisé. Donc, le son, c'est ça? Oui, et les textes, ben 0. Donc, TAI 0. Puis et là, la couverture? On a fait un vidéoclip. Okay. Ben ça, c'est mon petit côté geek. En fait, celui-là, c'est un VAI 3. On est en collaboration. Donc, ce que j'ai fait, moi j'adore les expériences scientifiques. J'ai généré une loupe dans Sora. Donc, mais je me suis arrangé, ça a été compliqué. Donc, j'ai été obligé d'utiliser ChatGPT, Claude, etc. pour générer exactement la bonne loupe que je voulais, qui créait un effet d'infini. Ça fait que c'est une personne qui est dans une galerie d'art et on la voit se rapprocher. C'est un travelling. Donc, puis elle disparaît. Mais là, au lieu de faire réapparaître la même boucle, j'ai voulu tester la dégénérescence de l'IA. Donc, j'ai pris la même boucle et je l'ai repassée dans Sora sans intervention. Et la deuxième fois, ben déjà, il y a des petits artefacts qui apparaissent. Puis au bout de 9 fois, tout comme le disent les études scientifiques, au bout de 9 fois, là, on est dans l'hallucination. Puis là, moi, je suis rendu à 18. Et là, à 18, c'est un trip psychédélique. Mais pour moi, c'est déjà intéressant visuellement. Oui, c'est une création. C'est une création, ouais. Mais au-delà de ça, c'est que ça démontre
visuellement les dangers de la dégénérescence de l'IA et de l'entraînement des modèles sur la génération des contenus qu'il y a sur Internet en ce moment. Les études que j'ai trouvées les dernières, là, on parlait pour le contenu traduit et autre chose, une étude d'AWS, AI Labs. Là, on sera à 57% du contenu d'Internet produit par l'IA, puis on s'inquiète que ça se rende jusqu'à 90-95 très rapidement. Puis là, on a nos nouveaux modèles qui s'entraînent sur eux-mêmes. Pour moi, c'est la conceptualisation, la visualisation de ce qui nous attend. Et de dire, c'est important que l'humain intervienne encore, qu'il vienne mettre sa touche partout parce que on va plafonner très rapidement pour l'utilisation de ces modèles-là. Puis, ils vont se mettre à halluciner, comme dans la vidéo. Là, créer une norme, c'est déjà quelque chose, mais maintenant, il faut qu'elle soit acceptée, puis idéalement par le reste des créateurs de la planète. Comment vous vous y prenez? Pour l'instant, je suis vraiment en pure improvisation. Je vais être franc, là. Pourtant, je suis cordonnier mal chaussé, là. Mon entreprise faisait du SEO organique avant. Donc, non, mais pour l'instant, c'est que je suis tellement occupé à faire de la recherche. Là, je suis en train de monter mes premiers agents agentiques. Et ça, c'est du travail, ça. Mais c'est une année fascinante et ça va vite. C'est étourdissant. Déjà, le LLM, c'était quelque chose. L'agentique, je suis troublé. Là, je suis à ça de pouvoir créer des employés virtuels. Je le fais, puis je crois pas ce que je fais au fur et à mesure, parce que je me fais aider par Curseur, évidemment, tu sais, puis Claude, etc. Donc, peu de stratégie pour la promotion, autre que d'en parler le plus possible. Je vais en parler lors de la sortie d'album, j'en parle avec vous, c'est vraiment apprécié. Je pense que ça peut donner une petite heure d'aller, mais tu sais, je l'ai mis open source, le projet. Donc, j'ai espoir peut-être que des gens, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui écoutent ici, qui se disent « Ah non, on va l'aider, Philippe, là, c'est une bonne idée. » Venez-vous-en, tu sais, mon répertoire GitHub, il est ouvert, j'ai mis mon contact et tout. Donc, moi, j'ai fait, je pense, j'ai lancé j'allais dire, je vais lancer la première pierre. C'est peut-être pas bonne expression. Non. Fait que voilà, j'ai mis la première brique. Puis voilà. Mais je vais en parler lors de la sortie d'album. Puis ensuite, je verrai si je commence à faire de la promotion de ça et tout là, sur mes différents réseaux sociaux. Philippe Bourque, musicien, ingénieur, merci d'avoir attiré mon attention vers ces badges AI. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès avec cet album et puis beaucoup de succès aussi avec Badge AI. Je pense que ça peut faire une différence. Je pense que c'est important. C'est important d'être transparent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Selon mon prochain invité, le facilitateur en vente et acquisition d'entreprise Martin Dutour, le moment serait favorable pour acheter ou vendre une entreprise malgré l'incertitude économique. Il observe un fort intérêt dans le secteur du manufacturier, du numérique et de la construction. Alors, pour voir à quoi ça ressemble, je vous propose d'aller le retrouver à l'instant. Bonjour Martin Dutour. Bonjour, enchanté Bruno. Merci d'accepter comme ça mon invitation, de passer dans mon carnet. Est-ce que c'est une bonne période, parce que c'est un peu chamboulé là, avec l'actualité, est-ce que c'est une bonne période pour faire de l'achat ou de l'acquisition d'entreprise? Définitivement. Définitivement. Pourquoi? Parce que, justement, c'est cyclique de toute façon. Fait que l'économie, peu importe qu'est-ce qui arrive, il y a toujours quelque chose aussi. Fait que c'est de s'adapter, justement, à chacune des réalités. Il y a des gens qui vont vouloir vendre, puis ça peut les impacter. Fait que ça dépend aussi de la valorisation de l'entreprise, comment elle a été montée. Mais les financiers sont prêts à embarquer aussi dans ce monde d'acquisition-là. Fait que c'est un peu la beauté de la chose, un peu, c'est nos partenaires, évidemment, aussi. Fait qu'on est capable d'encadrer, justement, ces acquisitions-là pour que ça fasse du sens, évidemment. Puis, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en demande que d'autres? C'est sûr qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai ciblé au fil des années, justement, plusieurs éléments, mais manufacturier en fait évidemment beaucoup partie. Tout ce qui est des garderies, étrangement. Dans le domaine de la construction aussi. Puis bon, pas de cachette, le numérique, évidemment, tout ce qui est ce qu'on retrouve un peu sur le web a quand même une belle tangente aussi, là. Ah ben là...
Vous parlez mon langage. Dans le numérique, avez-vous des exemples d'entreprises où vous avez aidé quelqu'un à l'acheter ou vous avez aidé quelqu'un à la vendre? Oui, exact. On a fait dans les deux cas, effectivement, on a fait tout ce qui est en technologie, donc oui, des compagnies informatiques. On a vendu des entreprises en SaaS, on a vendu des boutiques en ligne, ce qui se retrouve aussi avec le BI. Fait qu'on est capable de, c'est ça, on a un bon réseau aussi d'affaires. Encore une fois, des bons partenaires, soit d'acquisition, soit effectivement pour les vendre. Puis évidemment, l'accompagnement complet justement jusqu'au financement aussi, là. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme dans le monde du résidentiel, l'acquisition d'immeubles, c'est-à-dire que vous représentez un côté ou l'autre? C'est vrai qu'il y a des similitudes effectivement entre le courtage immobilier effectivement puis le courtage d'affaires aussi parce que nous c'est ce qu'on vend, hein, c'est des Ben oui. entreprises, c'est des entreprises. On a le droit par contre de représenter les deux parties puis en fait c'est propre à chacun aussi. Évidemment s'il y a un autre conseiller qui connaît la mécanique d'une vente d'entreprise, on est super ouvert à la collaboration de notre côté aussi, mais on est capable de prendre en charge quand même de part et d'autre. Pourquoi? Parce que oui, si on a un mandat exemple d'acquisition ou de cédant, évidemment, on est là pour que la transaction fonctionne. Ah Nous, ouais. c'est ce qu'on a toujours comme discours de toute façon avec nos clients. On est là pour qu'il y ait une facilité, qu'il y ait une compréhension de part et d'autre, puis que tout le monde soit rassuré, tout le monde soit protégé aussi dans cette transaction-là. Fait qu'on est capable de collaborer quand même directement avec les deux parties. Est-ce que ça existe un profil d'acheteur, aujourd'hui, là, en 2025, est-ce que ça existe un profil d'acheteur ou de vendeur en particulier? Ah, mon Dieu, oui, oui, un profil, il y a plusieurs aspects, évidemment, à considérer dans un profil, puis autant chez nous, en tant que profil d'acquéreur, on a bâti justement un outil comme ça. Donc, les gens remplissent, nous, le profil pour le garder, évidemment, nous, à l'interne, dans notre CRM confidentiel, mais dès qu'on a une opportunité qui cadre avec leur recherche, fait qu'on sait, nous, qu'est-ce que les gens vont avoir comme secteur d'activité, comme secteur géographique, leur taille d'entreprise, l'argent qu'ils ont nécessaire aussi comme mise de fonds, leur expérience. Fait que tout ça, effectivement, on a ces profils-là aussi. Puis après ça, ben, les profils cédants, c'est propre à chacun parce qu'effectivement, autant je parlais à des gens ce matin, ça fait 15 ans qu'ils ont leur entreprise. Ben, ils ont fait le tour. Tu sais, j'ai d'autres projets, tout simplement aussi. C'est pas parce que ça va pas bien comme entreprise, mais ils veulent passer à autre chose. On a vendu des entreprises l'année passée. Monsieur, ça faisait 40 ans qu'il avait son entreprise. C'était le temps de la retraite. Là, je pense qu'il avait donné plus qu'autrement. Fait que c'est vraiment être à l'affût de ce qui se passe. Puis la clé là-dedans, c'est d'être bien préparé aussi, évidemment, quand on veut vendre son entreprise. Mais là, vous avez dit le mot magique, vous avez développé un outil en ligne. Est-ce que ça vise autant les gens qui cherchent à faire une acquisition que les gens qui veulent vendre quelque chose? Ben, l'outil Profil Acquéreur, c'est vraiment plus pour le côté acquisition qu'on garde justement. Fait qu'on est capable, nous, après ça, d'aller voir des cédants puis de dire voici notre banque de données de gens sérieux avec qui qu'on a déjà discuté. Là, c'est pas juste comme on envoie un lien puis Ouais, on se ouais, parle. ouais. On a déjà une relation, puis voici qu'est-ce qu'ils recherchent pour vrai. Fait qu'on est capable de dire qu'on a des vrais acheteurs. Après ça, faut bien présenter le dossier à l'acquéreur pour que ça soit comme il faut pour la suite des choses, évidemment. Comment on décide un jour de devenir facilitateur en vente et en acquisition? Hey, c'est venu comme Ikigai, c'est venu par l'expérience. Tu sais, j'ai commencé, ça va faire 20 ans dans le monde des affaires et c'est moi qui achetais, moi, mes propres entreprises il y a de ça près de 20 ans aussi d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que les gens me disaient, hein, comment t'as fait, Martin, pour acheter ton entreprise, tu sais? Fait que là, je dis, ah ben voici comment j'ai mon processus d'affaires-là. Mais j'ai fait ça 10 fois dans ma vie. J'ai eu 10 entreprises à moi aussi. Fait que quand j'en revendais aussi, il y a d'autres personnes qui étaient comme, ah, comment t'as fait pour vendre ton entreprise? Fait que tout ce processus-là, finalement, j'ai été consultant pour, vous l'avez dit justement en début, quand on a commencé à se parler, 200, on est rendu à 223 transactions, mais plus de 200 quand même transactions accompagnées. C'est tout ça le rôle qui a été fait. Maintenant, bon, depuis 3 ans maintenant, j'ai vraiment libéré toutes les autres entreprises pour me concentrer que sur cet accompagnement-là parce qu'il est primordial. Il y a eu trop d'histoires que j'ai entendues autour que je veux être là pour que les gens se sentent rassurés, protégés. Puis là, on est rendu à une équipe. On est rendu 6, bientôt 7 aussi dans l'équipe. Fait on devient par la bande finalement aussi tout ça. Mais c'est l'expérience qui parle évidemment aussi. Mais c'est ça, mais je reviens justement sur l'expérience parce que vous le dites, hein, vous avez eu à passer par ce processus-là au moins 10 fois pour vos entreprises, 200 fois pour des clients. Qu'est-ce que vous avez appris à travers ces expériences-là?
C'est une excellente question. C'est un roller coaster d'émotions, puis je le dis tout le temps aussi. Puis justement, quand on rencontre des cédants, on leur dit, on prend le mandat ensemble. Je sais qu'est-ce que vous allez vivre à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Fait que, tu sais, puis au fil du temps, c'est drôle parce que justement, on continue à se parler. Puis là, Martin, t'avais raison. C'est vrai qu'il arrive telle chose, puis il y a telle émotion, puis cette affaire-là. Fait que tu sais, ce que j'ai su, c'est que oui, c'est pas un fleuve tranquille non plus, une transaction. On essaye le plus possible, évidemment, aussi. Puis c'est pour ça qu'on essaie de s'entourer je veux pas dire des meilleurs, parce qu'il y a plein de meilleurs, là, mais on a vraiment une très belle équipe où on a un bel écosystème où est-ce qu'on est capable que ça soit fluide, puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de part et d'autre, puis être sûr justement que la communication est la clé. Ça, c'est vraiment, vraiment super important. On a vu là, des fois des cédants, des acquéreurs qui disaient la même chose, mais finalement, ça s'ostine sur des points, mais quand on le vulgarise comme il faut, c'est vraiment là qu'on fait toute la différence aussi. Ça fait partie justement de la valeur ajoutée que vous amenez, c'est de les aider à communiquer, puis pas rester dans le non-dit. Là, ouais. Ben non, exact. Puis dans la perception. Ouais. Oui, exact, les croyances et tout, mais puis effectivement, de comprendre le légal, de comprendre le fiscal, des fois, c'est pas tout le monde qui est capable de bien l'expliquer, mais chez nous, ben, on a l'expérience effectivement assez pour le faire. Mais à travers toutes ces rencontres que vous avez faites, est-ce que vous avez remarqué que ces individus-là qui vendent ou qui achètent, il y a un moment dans leur vie où c'est comme un moment clé. Vous diriez quoi? Oui, ben c'est effectivement, c'est vraiment propre à chacun, mais c'est émotif. Vendre une entreprise, tu sais. Je pense que j'ai rencontré une personne qui a fait comme, regarde, moi, je prends le chèque, puis c'est correct, là, je vais aider, puis c'est tout, là. En général, les gens, ils veulent un leg, ils veulent, tu sais, passer tout ce qu'ils ont bâti au fil des années, laisser ça à quelqu'un qui va s'en occuper comme il faut. Fait que c'est sûr, ça prend un déclic. Puis j'ai des gens, effectivement, je prends la peine de parler avec les gens, leur expliquer un peu le processus, comment ça va se passer. Puis il y en a des gens que ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans qui me rappellent, puis font, Martin, là, je suis prêt. Tu sais. Fait que, il y a un déclic qui peut se passer. Il peut, tu sais, on est rendu, OK, un peu plus vieux. Hop, là, j'ai vu un ami partir à la retraite. Ah, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Fait que c'est vraiment, c'est cyclique aussi, tu sais. Vendre une entreprise dans le sens que on a fait le tour, peut-être effectivement en 7-8 ans, 10 ans, 15 ans, c'est à peu près ça aussi en général, aussi tout dépendant des générations. Ouais. Mais faut se préparer, faut être prêt effectivement à vendre son entreprise, puis comprendre que il y a une valeur attachée à l'entreprise, puis oui, il y a l'émotivité là-dedans aussi, mais il faut se baser sur du tangible, puis effectivement, donc c'est pour ça que les rapports d'évaluation ont été sortis, qu'on a commercialisés l'année passée aussi. À quoi vous diriez que vous reconnaissez qu'une transaction est réussie? Au sourire dans le visage des deux? Ben oui, c'est sûr, effectivement. Tu sais, il y en a pour qui ça a été une épine dans le pied qui a été enlevée. Il y en a d'autres que c'est... Je pense à une en particulier qui s'est vraiment bien faite l'année passée, où est-ce que, tu sais, ça c'est dans les belles histoires. Honnêtement, on a rencontré les propriétaires, 2 actionnaires, ça fait 25 ans qu'ils ont leur entreprise, ils ont 14 employés environ, ça roule super bien, sont rendus là dans leur vie, ils veulent continuer quand même à être actifs et tout, mais ils disent, écoute, nous on va rester peut-être maximum 1 an pour la suite. Finalement, rencontre avec les acheteurs, un fit parfait ensemble, vont souper ensemble, on est là, tu sais, il y a vraiment une belle fluidité, ils ont leur prix, tout le monde est content, et finalement, ils restent même plus longtemps qu'1 an, ils ont signé pour 2 ans, ils veulent continuer, ils veulent développer avec eux autres, et là, ça a fait, wow, vraiment, vraiment top. C'est presque un conte de fées, ça, ouais. Exact. Tu sais, est-ce que c'est tout ça? Non, définitivement pas, je serais malhonnête de dire pour ça, mais tu sais, dès qu'on arrive à la conclusion, puis que, tu sais, les parties, tout le monde est sensiblement content, parce qu'on peut pas toujours être parfaitement content. Il faut, tu sais, tirer la couverte de son côté, ça sert à rien tout le temps. Fait que, tu sais, faut être capable d'en laisser un peu pour que tout le monde soit bien couvert là-dedans. Puis vous le disiez, hein, il y a une partie d'émotion là-dedans. Là. Elle est très, très forte. Très, très forte. Déjà, signer un mandat avec nous, des fois, c'est comme, OK, là, c'est concret, je le mets en vente avec l'équipe à Martin. OK, parfait, tu sais. Puis là, on part. Puis là, on monte le dossier. Puis là, ça va bien. Tu sais, on continue les affaires-là, les étapes. Mais là, tu sais, on négociation avec des gens. Ah, OK, là, tu sais, c'est le fun, puis il y a une belle partie. Là, on reçoit une lettre d'intention, là. Oh. Ça, là, c'est la partie, là, qui... Ça fait trop vrai, là. Ça fait vrai, là. OK, là, elle va partir, mon entreprise. Oui, c'est ça. OK, parfait. Fait que ça aussi, tu sais. Puis là, après ça, ben,
on reprend le dessus, il y a le financement, puis là, vers la fin, il y a toujours une guerre, une chicane entre des avocats. Là, je m'excuse des nommer, mais c'est toujours ça pareil. C'est toujours là pour ça. On est là pour ça, mais c'est toujours dans les derniers milles, puis là, c'est comme, parce que là, c'est une friction, tu sais, l'argent, le ci, le ça, tu sais, on va être sûr que tout soit correct. Puis là, à la fin, on pop le champagne, puis let's go, tout le monde est heureux. Martin, en terminant, c'est quoi la première étape, autant pour l'achat que la vente, que vous recommandez aux gens de faire? Ben, en fait, en nous contactant, de faire un rapport d'évaluation de valeur marchande d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est ça le nerf de la guerre, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est le prix. Parce que un vendeur peut vouloir un prix parce que ça y tente aujourd'hui. Puis j'ai eu de tous les cas de personnes, des gens qui pensaient que ça valait rien leur entreprise. Finalement, on a vendu ça beaucoup dans les 100 000, presque 1 million aussi. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Évidemment, ils veulent des 5 millions puis ça vaut 400 000. Tu sais, je veux dire, le but, là, avec un rapport d'évaluation, c'est la valeur marchande, ça le dit. Donc, on a établi chez nous 3 méthodes de calcul qu'on explique. On évalue des risques de l'entreprise, pas de l'entreprise qui est risquée, c'est juste qu'on a décelé une baisse de chiffre d'affaires, ou puis il y a des employés qui sont partis, etc. Fait que ça a un impact quand même sur la valeur. Les points positifs, puis les opportunités. En ayant ça entre les mains, qu'on fasse une vente ou qu'on fasse une acquisition, vous avez l'arme principale qui va vous dire « OK, je sais sur quoi me baser concrètement si je veux vendre ou acheter l'entreprise, comment négocier, puis que ça va aider aussi au financement. » Ça aussi, nos rapports sont acceptés par les banques. Fait que ça aide évidemment énormément pour la suite des choses. Bon, ben, j'imagine que vous allez me dire que ça fait partie de la première étape, mais à partir du moment où la personne dit « je veux me lancer », que ce soit d'un côté ou comme l'autre, comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle se rend directement sur votre site web et elle vous contacte? Oui, exact. Puis, tu sais, sans frais, on discute, on voit un peu c'est quoi les différentes avenues parce que les besoins sont différents pour chacun. Ce matin, je discutais avec 2 personnes qui voulaient justement faire une acquisition. C'est leur première fois. Écoute, on a déjà parlé avec le cédant. Comment tu peux nous enligner? Ben là, écoute, il y a un accompagnement stratégique. Justement, est-ce qu'on fait de la rédaction d'une lettre d'intention? Est-ce que justement, vous avez besoin de financement? Fait que, tu sais, on discute des besoins en soi, puis on propose quelque chose qui va faire du sens pour tout le monde, pour être sûr que notre travail, tu sais, fait que oui, définitivement, de nous parler en premier, ça vous engage à rien, juste qu'on discute comment ça se passe, une vente ou une acquisition d'entreprise. Martin, le chemin le plus court pour vous retrouver, c'est quoi? C'est sur un site internet, martindutout, pas de t à la fin.com, martindutou.com. On a un autre site aussi, évaluationentreprise.pro. Donc, c'est nos 2 sites principaux. Évidemment, LinkedIn, Facebook, super ouvert. Évidemment, je réponds très rapidement aussi. Martin Dutou, facilitateur en vente et acquisition d'entreprise. Merci beaucoup. Merci Bruno, c'est gentil. Alors là, je suis très heureux de vous présenter une nouvelle série de rencontres réalisées par la directrice générale de Prompt, Liette Lamonde, avec des gens qui sont au centre de l'innovation du Québec et qui travaillent en collaboration justement avec Prompt. Pour lancer le bal, cette semaine, Liette Lamonde s'entretient avec Thomas Régnier. Il est associé chez Nordic Capital et responsable des finances chez Metallico. Ensemble, ils abordent la transformation numérique de Metallico après son acquisition en 2022. Alors, pour ce segment, je m'entretiens avec Thomas Régnier. Bonjour, Thomas. Bonjour. Alors, Thomas, tu es associé chez Nordic Capital, tu es copropriétaire et responsable des finances chez Metallico, qui est un des projets de Nordic. Tu vas nous expliquer ce que c'est que Nordic Capital. Mais un petit mot sur Metallico, parce que c'est avec Metallico que Prompt a fait le projet. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de conduits et d'accessoires de ventilation. Vous avez entrepris une transformation numérique complète pour non seulement améliorer la productivité, mais aussi pour optimiser tous les aspects de cette entreprise qui avait été fondée en 2001. Alors, peux-tu me raconter comment vous en êtes venu? D'abord, c'est quoi Nordic Capital? Puis pourquoi Nordic Capital a fait l'acquisition de Metallico? Donc, Nordic Capital, c'est une plateforme d'investissement qui regroupe des entrepreneurs et des partenaires financiers dans le but de reprendre des PME au Québec pour leur donner un second souffle, assurer leur pérennité, donner une accélération à la croissance, etc. Et Metallico est un de nos projets dans lequel on s'investit énormément en ce moment.
Puis Metallico, vous avez fait l'acquisition quand déjà? En 2022. 2022. Donc, c'est quand même assez récent. Et cette transformation numérique-là de Metallico, à quoi ça répondait au juste comme problématique? Bon, on a repris Metallico pour lui donner un second souffle avec un plan de croissance assez ambitieux. Et l'environnement numérique était un frein à la croissance, donc on n'avait pas le choix de passer par là. Et qu'est-ce que vous avez fait au juste? C'est la numérisation. La première étape a été la numérisation, digitalisation de tous les processus. C'était une entreprise classique, PME, papier. Manuel. Manuel, exactement. Donc, du cycle de vie de la commande, de la prise de la commande jusqu'à la facturation, d'ordonnancement, de tous les modules, support, admin, RH, comptable. Maintenant, tout réside dans un environnement numérique. Et ça vient aussi du background, je vais le dire comme ça, des associés, hein, parce que toi, à la base, tu viens pas du milieu manufacturier. Non, moi, je suis comptable agréé. Mes partenaires dans le projet sont de profils variés, ingénieurs, actuaires, MBA en finance, etc. Donc, un groupe multidisciplinaire qui s'attaque à la productivité d'une entreprise manufacturière, c'est vraiment très bien. Puis tu me disais, ça, c'est le premier niveau, dans le fond, que vous vouliez faire comme amélioration, comme productivité, mais après, vous visez d'autres niveaux, c'est ça? Oui, exactement. Donc, la première étape pour nous, c'était vraiment de numériser tous les processus de l'entreprise. Et après, on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est, pour dire des mots à la mode en ce moment, récolte de données, intelligence artificielle, etc. Mais pour l'instant, la première étape est vraiment comment on fait pour avoir une donnée fiable, puis surtout un environnement numérique qui nous permet d'atteindre nos objectifs de croissance. Et ça sur 2 sites? 2 sites. Quand on a racheté l'entreprise, c'était une entreprise de Québec. Puis aujourd'hui, on a deux usines, une à Boucherville et évidemment l'usine originale de Québec. Puis donc, ça veut dire que la croissance est commencée? La croissance a commencé. Alors, dites-moi, un projet de productivité numérique dans le milieu manufacturier, en fait, un projet d'innovation n'importe où, je dirais, là, ça comporte des défis quand même, là. Dis-moi qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que vous avez appris, parce qu'en plus, ça va être utile pour Nordic Capital avec toutes ces prochaines acquisitions à venir. Bien, c'est toujours un grand défi, tout changement. On travaille avec des humains, donc la réticence au changement, c'est sûr qu'elle est là. Il y a des façons de faire. Metallico existait depuis 2001 avec des employés qui étaient là depuis pratiquement les débuts, qui ont toujours travaillé de la même façon. Ouais. Donc, c'est sûr que nous, quand on arrive avec c'est des grands changements. Ça peut avoir des irritants, donc la communication est clé. Puis c'est sûr qu'à posteriori, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on aurait dû mieux communiquer à certains moments, faire des choix différents, mais nous, on voulait aller vite. Ouais. On voulait que ça se fasse puis rapidement, puis on voulait, surtout avec la deuxième usine qui arrivait dans l'environnement, on n'avait pas le choix. Ouais. Donc, c'est sûr que certains choix nous ont permis d'aller très, très, très rapidement, qui ont marché du premier coup. D'autres, on s'est trompé sur d'autres aspects. Mais en bout de ligne, je pense qu'on a fait de bon travail. Ben, bravo, franchement, c'est un beau grand projet. C'est quoi l'impact que ça a en bout de ligne, là, concrètement, sur Metallico, présentement avec cette première phase? Qu'est-ce que vous voyez comme impact? Bien, on a plus que doublé la capacité de production. Déjà? Avec très peu d'embauches au niveau administratif. On a surtout concentré nos embauches dans les employés de production. Puis ça n'aurait pas été possible avec l'environnement dans lequel le Metallico œuvrait à ses débuts. Donc, un vrai gain de productivité, là. Oui. Est-ce que vous l'avez mesuré ou avez-vous une idée de... Bien, au niveau, je veux dire, on a l'environnement administratif a très peu augmenté. Donc, avec la même structure de coût fixe. On a doublé la capacité de production avec la même structure de coût fixe. Ah, wow! C'est assez significatif. C'est le genre de projet qu'on aime, en tout cas, chez Prom, clairement. Puis, on est dans un environnement aussi de pénurie de main-d'œuvre, donc j'imagine que ça vient... Exactement. Ça vient faciliter les choses. Je vois que c'était réfléchi comme projet de productivité. C'est intéressant, je trouve, le principe même, le concept même de Nordic Capital qui veut comme ça identifier des entreprises puis travailler sur leur productivité, puis travailler à les amener avec de l'innovation, en fait. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous motive? Là? C'est quoi l'ambition, la motivation derrière cette innovation que vous amenez? En premier, c'est le défi professionnel. On vient tous du monde de la finance, consultation. Donc, on cherche le défi professionnel. Puis, vous le trouvez. On le trouve. Puis aussi, c'est un passage obligé. Je veux dire, pour amener l'entreprise à une deuxième phase, ça passe par l'innovation, ça passe par la digitalisation des processus. On n'a pas le choix. On le sait, là, il y a un retard au Canada, au Québec, en termes de productivité. Puis donc, il faut le faire. Vous le faites pas pour le statu quo, hein? Exactement.
Vous le faites pour la croissance, puis ça passe. La croissance par l'innovation, j'aime ça. On le dit souvent, mais vous êtes un cas très, très concret. Ben, merci Thomas d'avoir partagé le succès, le début du succès déjà de Metallico. Avec plaisir. Donc, si vous êtes une entreprise manufacturière puis vous vous demandez à quel nœud technologique vous attaquez, puis ça serait quoi les gains d'efficacité, un peu comme ceux que Metallico a réussi à accomplir, bien, Prom rend disponible des aides financières pour réaliser ce qu'on appelle un cahier de charges technologique. C'est un cahier qui est élaboré par des experts indépendants que vous choisissez parmi nos experts et ça vous aide à définir objectivement votre projet technologique en évaluant puis en minimisant vos risques. C'est une solution efficace pour prendre les moyens concrets d'accroître votre productivité à votre tour. Merci. Merci. Cette semaine, ma collègue Catherine Dupont-Gagnon nous raconte l'histoire d'une sommité mondiale de la cybersécurité qui s'est fait bêtement prendre, piégé par de l'hameçonnage alors qu'il avait baissé sa garde parce qu'il était tout simplement fatigué. On l'écoute. Imaginez, vous êtes en déplacement professionnel, fatigué par le décalage horaire et vous recevez un courriel urgent concernant l'un de vos comptes en ligne. Sans trop réfléchir, vous cliquez sur le lien fourni, saisissez vos identifiants et confirmez votre code de sécurité. Catastrophe! Quelques secondes plus tard, vous réalisez que vous venez d'être victime d'une attaque de phishing et que votre licenciaire d'abonnés a été exporté contre votre gré. Fiction? Non! C'est exactement ce qui est arrivé à Troy Hunt, un expert reconnu en cybersécurité et le fondateur du site Avaibinpan. Si même les professionnels les plus aguerris peuvent se faire piéger, ça souligne une réalité incontournable. L'erreur est humaine. Nous sommes tous susceptibles de commettre des fautes, surtout lorsqu'on est fatigué, stressé ou distrait. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter des bonnes pratiques en matière de cybersécurité pour minimiser les risques. Après tout, vous ne conduiriez pas sous l'influence de l'alcool, ultra fatigué ou complètement distrait. N'est-ce pas? Tout comme nous avons des règles de conduite pour assurer notre sécurité sur la route, il est crucial d'établir des règles pour naviguer en ligne en toute sécurité. Voici donc quelques recommandations inspirées de ce qui s'est passé avec le fondateur de Avaibinpan. D'abord, vérifiez toujours l'expéditeur. Avant de cliquer sur un lien ou de télécharger une pièce jointe, assurez-vous que le courriel provient d'une source fiable. Puis, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Ces outils peuvent détecter si vous êtes sur un site légitime en remplissant automatiquement vos identifiants. Si les champs ne se remplissent pas, c'est un signal d'alerte. 1Password est un exemple d'ailleurs de gestionnaire reconnu dans l'industrie. Lorsque Troy Hunt détaille l'incident dont il a été victime, il soulève que les champs de mots de passe ne s'étaient pas auto-remplis et qu'avec un peu de recul, il réalisait qu'il s'agissait d'un des red flags principaux lors de l'attaque. Malheureusement, malgré cet indice, il a choisi plutôt d'entrer manuellement son mot de passe, croyant un simple glitch de son gestionnaire. Enfin, activez toujours l'authentification multifactorielle. Vous savez, ce code qu'on reçoit par SMS, par courriel ou via une application d'authentification? De cette façon, même si un attaquant obtient votre mot de passe, l'authentification additionnelle ajoute une couche de sécurité supplémentaire. À noter, ces méthodes de protection supplémentaires ne sont toutefois pas infaillibles. Dans le cas de son attaque, Troy Hunt utilisait l'authentification de plusieurs facteurs. Mais celle-ci n'était pas à l'abri des attaques automatisées. Quelles méthodes alors sont plus sécures dans un cas comme celui-ci? Eh bien, on peut penser aux clés de sécurité FIDO2, la YubiKey, par exemple, ou des passkeys. Malheureusement, ce ne sont pas tous les sites qui offrent ces options-là. Dans tous les cas, s'appuyer uniquement sur les bonnes pratiques humaines n'est pas suffisant. Des solutions techniques doivent être mises en place pour pallier les éventuelles erreurs humaines. Par exemple, l'utilisation de filtres anti-phishing, un pare-feu, des logiciels antivirus qui pourraient vous aider à détecter et bloquer les menaces avant qu'elles n'atteignent l'utilisateur. Il est également impératif que les plateformes et sites que nous utilisons mettent en place des options de sécurité à l'épreuve des tentatives d'hameçonnage. C'est complètement impensable et franchement irresponsable qu'en 2025, certaines plateformes n'offrent toujours pas l'authentification à facteurs multiples à leurs utilisateurs. Ces mesures-là, elles agissent comme des filets de sécurité intervenant lorsque la vigilance humaine fait défaut. Bref, lorsqu'une personne est victime d'une cyberattaque, il est facile de pointer du doigt et de blâmer. Cependant, il est essentiel de faire preuve d'empathie et de comprendre que personne n'est infaillible. Comme l'a démontré l'expérience de Troy Hunt, même les experts peuvent être dupés. L'important, c'est de tirer des leçons de ces incidents,
partager les expériences pour sensibiliser les autres et de renforcer continuellement nos défenses, tant humaines que technologiques. D'ailleurs, moins d'une quarantaine de minutes suivant l'incident dont il avait été victime, Hunt publiait un blog détaillé de ce qui s'était passé et proposait des solutions. Une belle leçon d'humilité pour les experts et un rappel important pour tous d'être vigilants lorsqu'on traite nos courriels. Le podcastologue Stéphane Berthomet revient sur le programme de partenariat offert déjà aux podcasteurs canadiens et américains par Spotify qui débarque maintenant en France. Un programme qui arrive avec des avantages, certes, mais aussi avec certaines pertes de contrôle. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de mon carnet, bonjour à toi Bruno. Cette semaine, je vais vous parler du programme de Spotify qui s'appelle le Spotify Partner Program. C'est un programme de rémunération pour les podcasteurs et les podcasteuses. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ce programme qui a été mis en place en janvier 2025 aux États-Unis et au Canada vient d'arriver dans d'autres pays dont la France. Et je vois fleurir sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn de nombreuses publications qui disent tout le bien qu'on doit penser d'une arrivée enfin de rémunération sur Spotify. Alors, je vais évidemment tenter de décrypter cette information en commençant par vous expliquer que ce programme, il permet aux podcasteurs et aux podcasteuses d'être rémunérés grâce à la publicité qui est diffusée dans leurs épisodes. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est attendu par beaucoup de monde, mais ça pose de vraies questions. Le fonctionnement d'abord, il est simple. Les créateurs et créatrices sont éligibles en touchant 50% des revenus générés par les publicités insérées automatiquement dans leurs épisodes. Notez bien l'usage du terme automatique, que ce soit sur Spotify ou d'autres plateformes. Ça sous-entend évidemment un hébergement sur Spotify for Creators pour que Spotify soit considéré comme votre hébergeur et que la diffusion sur les autres plateformes soit la diffusion du contenu hébergé par Spotify. L'autre possibilité, ce sont des revenus vidéo. Vous savez, Spotify pousse la vidéo ces derniers mois pour faire concurrence à YouTube. On sait que ce marché est en train de devenir une guerre des géants. Alors, pour les créateurs et les créatrices, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre contenu va être écouté sans publicité sur les abonnements premium, mais attention, vous devez accepter quand même l'insertion automatique d'une publicité dans votre contenu pour les autres utilisateurs qui, eux, ne sont pas des abonnés premium. Pas de publicité, pas d'argent, même si l'auditeur premium paye et écoute votre contenu. Alors, évidemment, ce programme a des avantages. On n'est pas contre la vertu et contre le paiement de la création par Spotify. C'est même quelque chose qui était très attendu. Spotify promet à des centaines, des milliers de créateurs et de créatrices de générer des revenus. J'ai vu passer des sommes de 10 000 euros ou 10 000 $, 18 000 $, etc. Bon, sur le papier, ça a l'air très très beau. Spotify nous parle même d'une croissance de plus de 300% des paiements aux créateurs entre 2024 et 2025. Quand on part de zéro, c'est pas difficile d'arriver à 300%. Mais comme souvent, justement, le diable, il se cache dans les détails. Les écueils, c'est quoi? Les écueils, c'est que les créateurs et les créatrices vont être poussés à héberger leur podcast et leur contenu chez Spotify. Donc, à se retrouver dans un écosystème complet d'hébergement, de diffusion et de paiement publicitaire, une sorte de régie intégrée comme ça existe pour beaucoup d'hébergeurs. Ça, c'est la première chose dont il faut quand même avoir conscience. Ensuite, la deuxième chose, c'est la contrainte obligatoire d'insérer une pause publicitaire à un moment de votre épisode que vous ne déterminerez pas forcément avec une énorme précision et surtout avec un choix de contenu publicitaire dont vous n'aurez pas le contrôle. Alors bien entendu, vous pouvez dire « je ne veux pas faire de la publicité dans tel genre, le produit pharmaceutique, de telle catégorie publicitaire », mais vous n'aurez
pas le contrôle sur l'insertion de ce contenu publicitaire-là, ni sur la publicité en tant que telle. Donc, il y a des dangers. Les dangers, d'abord, c'est que vous perdez en partie quand même le contrôle du rythme de votre podcast. Le deuxième danger, c'est que le podcast devient un véritable outil publicitaire. La publicité va prendre le dessus sur le contenu et on sait que le podcast séduit, et je parle du podcast audio, il séduit parce qu'il offre une écoute fine, une écoute intime, authentique et qu'on est loin du matraquage publicitaire de la télé ou des coupures de la radio. Alors, la multiplication des pauses qui vont intervenir dans le futur vont nuire à cette écoute authentique et dégrader évidemment la relation entre les auditeurs et les créateurs. Enfin, il y a un autre enjeu qui se pose et c'est un enjeu essentiel, c'est celui de la transparence. Parce que Spotify ne fixe pas de CPM fixe. Le CPM, qu'est-ce que c'est ? C'est le coût par 1000. On n'indique pas précisément à chacun à quel coût par 1000 on va rémunérer cette publicité. Pourquoi ? Parce que ça dépend de certains algorithmes. Et en particulier sur la vidéo, Spotify va tenir compte de la rétention, du nombre de fois où la vidéo est écoutée, etc. Il va faire un savant calcul algorithmique qui va vous donner une rémunération sans que vous ayez vous-même les clés de compréhension de cette rémunération. Alors c'est un peu spécial évidemment pour les créateurs et les créatrices de contenu parce que vous n'avez pas autant de contrôle qu'on pourrait l'imaginer sur l'usage qui est fait de votre contenu. Alors, on ne peut pas être contre, évidemment, la rémunération des podcasteurs et des podcasteuses. C'est une revendication de longue date de l'univers audio vis-à-vis des grandes compagnies comme Spotify. Mais je pense que chacun et chacune doit évaluer à quel prix subjectif, évidemment, il est prêt à vendre son contenu ou à laisser aller son contenu au sein d'une régie qui appartient à Spotify et qui va insérer elle-même les publicités qu'elle décide d'insérer, plus ou moins au moment où elle décide de les insérer dans le contenu. Et je vois beaucoup d'ailleurs de podcasteurs et de podcasteuses qui disent « Moi, je vais rester avec la formule que j'ai actuellement, qui est celle du host reading, la lecture de messages par l'animateur et par l'animatrice, qui sont beaucoup plus intégrés, qui sont beaucoup plus authentiques. » C'est un débat sur lequel je reviendrai certainement avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Autour de mon collègue Stéphane Ricoul qui se pose toute une question. Est-ce que le code source ouvert, l'open source, va porter le quantique vers une démocratisation comme il est en train de faire avec l'intelligence artificielle? Voici sa réflexion. L'informatique quantique suscite autant de fascination que de scepticisme. On la présente volontiers comme la prochaine révolution technologique, mais pour beaucoup, elle reste entourée d'un certain flou. Pourtant, au fil des années, la recherche dans ce domaine fait de plus en plus parler d'elle et des acteurs majeurs se positionnent pour être aux avant-postes lorsque les ordinateurs quantiques deviendront véritablement opérationnels. Dans l'informatique classique, les processeurs manipulent des bits, 0 ou 1, tandis que dans un ordinateur quantique, on travaille avec des qubits, capables d'exister dans plusieurs états à la fois et d'être entremêlés. Cette propriété, propre à la physique quantique, permet de décupler la puissance de calcul sur certaines classes de problèmes comme la cryptographie, la simulation de molécules complexes ou encore la fameuse intelligence artificielle. Une promesse certainement gigantesque, surtout en regard à une feuille de route qui est semée d'embûches. Difficulté de construire des machines quantiques stables, nécessité de développer de nouveaux algorithmes et langages de programmation, complexité sous-jacente de la physique quantique elle-même. Et c'est là qu'intervient l'open source, un catalyseur capable d'unir les efforts, de multiplier les compétences et d'offrir à tous, ou presque, la possibilité de contribuer au progrès. L'open source, on le sait, a déjà joué un rôle déterminant dans l'expansion d'Internet, des systèmes d'exploitation et plus récemment dans la démocratisation de l'intelligence artificielle. Lorsque les ressources, le code source et les outils
sont mis à la disposition d'une communauté large et variée, il se produit généralement un effet boule de neige. Chacun peut détecter des bugs, proposer des améliorations, créer ses propres dérivés. L'open source mise sur la collaboration, la transparence et le partage. Il serait exagéré d'affirmer que c'est le seul remède miracle à tous les blocages, mais cette démarche a souvent prouvé son efficacité pour accélérer les recherches, favoriser la standardisation et stimuler la créativité. Maintenant, lorsque l'on aborde un sujet aussi pointu et coûteux que l'informatique quantique, est-ce que ces atouts peuvent prendre toute leur valeur? À l'heure où les ressources de calcul quantique sont encore très limitées et où la compréhension globale de cette technologie reste en chantier, mutualiser les savoir-faire pourrait être un atout majeur et permettre une certaine forme de démocratisation qui ne doit pas seulement être un mot à la mode. Pour illustrer ces propos, citons un exemple parmi d'autres, celui de Octopus, un projet open source dont l'objet est de proposer un ensemble d'outils facilitant la programmation, la recherche et l'exécution d'algorithmes quantiques, et ce, sur différentes plateformes matérielles. En mutualisant les développements, on augmente les chances de standardiser certaines briques, de faire converger les bonnes pratiques et de créer un socle commun pour l'informatique quantique. Le genre de promesse technologique et de percée fulgurante qui n'est pas sans nous rappeler effectivement l'intelligence artificielle. Au cours de la dernière décennie, l'IA a connu un boom spectaculaire, notamment grâce à la mise à disposition de bibliothèques open source et de vastes ensembles de données accessibles publiquement. La question d'éthique, c'est autre chose. Cette dynamique communautaire a permis de faire éclore des milliers d'applications concrètes dans des domaines variés. Traitement du langage, vision par ordinateur, reconnaissance vocale, système de recommandation, etc., etc. Des startups ont fleuri, des chercheurs du monde entier ont pu expérimenter des algorithmes complexes sans devoir tout réinventer de zéro. Aujourd'hui, l'IA est devenu un atout stratégique pour bien des entreprises, et son déploiement à large échelle s'est appuyé sur le partage du code et de la libre circulation des idées. Alors certes, l'informatique quantique est, à bien des égards, à un stade moins mature que l'IA ne l'était il y a 10 ans. Les obstacles y sont peut-être plus épineux. La physique quantique exige des machines spécialisées, un environnement ultra stabilisé, et nous n'avons pas encore de gros clusters quantiques disponibles à la demande. Pour autant, l'essor de l'IA sert de preuve qu'une collaboration massive, boostée par l'open source, peut accélérer l'innovation plus vite qu'on ne l'aurait cru. Si un projet comme Octopus ou d'autres du même genre connaît un soutien suffisamment large, nous pourrions assister à une démocratisation progressive du quantique au même titre de ce qui s'est passé pour l'IA. Mais pourquoi tant d'efforts pour repousser les limites de l'informatique quantique, me direz-vous? Car les applications concrètes pourraient être révolutionnaires dans plusieurs domaines, vous répondrai-je. Je vous donne quelques exemples. La cryptographie. Actuellement, de nombreux protocoles de sécurité se basent sur la factorisation de grands nombres, un problème très complexe pour les ordinateurs classiques. Les machines quantiques, en théorie, peuvent briser ces schémas grâce à des algorithmes spécifiques. Inversement, de nouvelles méthodes de chiffrement post-quantique commencent à se développer pour anticiper l'arrivée de ces machines. Autre domaine, par exemple, la chimie ou la pharmacie. Simuler le comportement de certaines molécules et réactions est extrêmement gourmand en puissance de calcul. J'en parlais au tout début du billet. Les ordinateurs quantiques permettraient d'étudier plus facilement des structures complexes, accélérant potentiellement la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux matériaux. Autre domaine intéressant, la finance et l'optimisation. Le nerf de la guerre, l'argent, la modélisation des risques, l'optimisation de portefeuille ou le pricing d'options exotiques sont autant de problèmes mathématiques où la puissance de calcul quantique pourrait apporter un avantage. Les banques et les hedge funds surveillent donc de très près les progrès réalisés dans ce domaine. Enfin, il y a le domaine de la logistique où l'optimisation de routes de livraison, la conception de planning, la gestion des stocks, autant de problèmes de grande envergure qui pourraient être accélérés par des algorithmes quantiques dédiés. De nombreux secteurs, transport, chaîne d'appro, e-commerce, s'y intéressent. Malgré ces atouts indéniables, l'open source, dans le quantique, fait face à plusieurs défis. Premièrement, la rareté du matériel.
Contrairement à l'IA ou un simple GPU, onéreux mais simple veut pas, voire un CPU même, permet de faire tourner des algorithmes puissants, l'accès à un véritable ordinateur quantique, lui, reste compliqué. Certes, des solutions dans le cloud existent, mais elles sont limitées et souvent payantes au-delà d'un certain seuil. Cette barrière matérielle complique la contribution de la masse à des projets open source. Autre défi, la complexité technique. Développer ou comprendre un algorithme quantique requiert des compétences pointues en mathématiques, en physique, voire en électronique. Les environnements de développement quantique sont encore en plein rodage et la documentation ne s'est pas encore tout à fait standardisée. Cela freine l'entrée de nouveaux contributeurs. Toujours dans les défis, la légitimité et le financement. De nombreux grands groupes investissent dans la recherche quantique de manière propriétaire. L'idée de tout partager, de tout ouvrir peut sembler risqué dans un domaine où les brevets et la propriété intellectuelle pourraient valoir cher. Il faut donc du temps et peut-être l'implication d'acteurs institutionnels pour soutenir l'open source et encourager sa pérennité. Et enfin, dernier défi, c'est la fragmentation. Plusieurs projets open source liés au quantique peuvent émerger simultanément, avec des approches différentes ou des objectifs divergents. Cette multiplicité risque de disperser les efforts s'il n'existe pas de synergie ou de passerelle entre eux. Néanmoins, c'est aussi la richesse de l'open source. Plusieurs solutions peuvent coexister et à terme converger vers des standards de facto. Malgré ces embûches, l'ouverture reste une stratégie payante à long terme. Les bénéfices liés à la mutualisation du savoir et à la standardisation des outils dépassent de loin les risques de divulguer des informations sensibles ou de perdre un avantage concurrentiel. Il reste néanmoins délicat de prédire quand et comment surviendra le boom quantique, équivalent à la révolution de l'intelligence artificielle. Certains estiment qu'il faudra encore des années, voire des décennies, pour maîtriser la cohérence, augmenter de façon fiable le nombre de qubits et garantir la correction d'erreurs. D'autres parient sur une accélération plus rapide que prévu, soutenue par des investissements massifs et des percées techniques. L'histoire de l'intelligence artificielle montre qu'il suffit parfois de quelques ruptures pour que la progression s'emballe. Une chose est certaine en revanche, c'est qu'il vaut mieux bâtir collectivement l'infrastructure de demain que de réinventer chacun dans son coin des solutions partielles et peu compatibles. Et qui sait, peut-être que la révolution quantique sera encore plus marquante que celle de l'intelligence artificielle. La suite de l'histoire reste à écrire et elle se fera, espérons-le, à plusieurs mains. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu parles avec ton invité de UX, mais dans le domaine des RH. Ben oui, puis c'est pas la première fois qu'on parle de l'impact du UX dans les RH. Puis entre toi et moi, je pense que les RH ont beaucoup de démarches à faire pour améliorer leur processus. J'ai vu dans les derniers mois des gens dire « Ah, mais on est ghosté par nos candidats. » Puis le post-pandémique a eu beaucoup d'effets, je pense, sur le questionnement que les RH doivent avoir dans leur relation. Puis comme en UX, on parle beaucoup du parcours utilisateur qui est de A à Z. Un parcours utilisateur pour un employé, ça commence au moment où tu entends parler de la compagnie, tu soumets ton CV, tu es peut-être refusé. Et ça aussi, ça fait partie du parcours parce que tu vas transiger après avec le nom de la compagnie en bien ou en mal. Donc, c'est des questions comme ça que mon invité cette semaine, qui s'appelle Catel Levieille, qui est en France, et Catel, apparemment, en breton, ça veut dire Catherine. C'est plus facile à s'en rappeler. Merci. On a déjà appris quelque chose. Elle est consultante dans ce domaine-là et elle applique des méthodologies UX. C'est de ça dont on parle dans l'entrevue. Jean-François, on va aller du côté de Marseille, t'écouter avec ton invité. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Absolument. À la semaine prochaine. Bye. Alors, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que responsable RH. Et au bout de 10 ans, donc c'était en 2020 à peu près, au moment du Covid, je manquais de sens. Je manquais de sens, en fait, dans ce que je faisais, dans la manière dont je le faisais. Et c'est surtout que j'avais toujours l'impression que les équipes en face de moi ne comprenaient jamais les processus RH et puis la méthodologie RH qu'on mettait en place, alors que notre objectif, c'était quand même de mettre des solutions concrètes en place pour eux, pour les employés. Mais ils comprenaient jamais en fait quel était le sens de tout ça. Et puis finalement, c'est comme si on n'arrivait jamais à répondre à leurs besoins.
Et ça me questionnait vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de travailler avec d'autres outils. Et très rapidement, j'ai découvert le design thinking avec, à Montréal d'ailleurs. Ah oui. Et c'est une méthodologie en fait que j'ai découverte et je me suis tout de suite dit que c'était absolument, il y avait absolument du sens à pouvoir l'utiliser et à pouvoir l'appliquer au domaine des ressources humaines. Parce que finalement, le designer, il est comme le RH, c'est très similaire finalement comme métier. C'est-à-dire que les deux vont créer une solution pour un humain en face. Et qu'il faut donc partir de la même chose, des besoins de la personne pour qui on crée. Ouais. Mais on le voit souvent, ça. On peut dire qu'à peu près tous les corps de métier sont théoriquement assignés à travailler pour des humains, mais Oui. peu sont capables d'appliquer des méthodologies. Donc, par exemple, tu viens de parler de design thinking, mais on se force à mettre autour de la table les humains qu'on veut servir ou qu'on veut aider. Et là, donc, toi, tu as intégré ce design thinking-là dans tes processus de ressources humaines. Qu'est-ce que ça a donné? Comment ça a changé les choses? Ça change les choses parce que du coup, la personne, l'employé, finalement, il fait partie de la solution qu'on crée. Donc ça, il y a une grosse différence. Et puis, on est vraiment dans une approche de co-création, c'est-à-dire que on va vraiment faire participer les gens pour qui on veut créer des solutions, donc les employés, on va vraiment les faire participer au questionnement et puis aux solutions, aux processus, aux nouveaux processus RH qu'on va mettre en place. On va arrêter finalement de créer des gestions de talent et puis de la rémunération de notre côté à nous, entre RH et entre directions. On va vraiment les inclure finalement dans les processus. Et puis moi, j'aime bien mettre en avant aussi quelque chose pour moi qui fait une énorme différence avec toutes les autres approches participatives d'intelligence collective qu'on peut rencontrer, c'est l'observation terrain. C'est mes bons sang, allons déjà sur le terrain, questionner les gens et se mettre à leur place. Et cette notion d'empathie qui est hyper présente dans le design, c'est pas juste les écouter, prendre quelques notes et se dire qu'on a tout compris. C'est de comprendre et de savoir ce qu'on ne sait pas déjà. Et donc, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre et se mettre à sa place dans ses ressentis, dans ses émotions, dans la manière dont il perçoit la vie, dont il perçoit les choses. Et ça, je crois que voilà, c'est quelque chose d'hyper important. Et dans la stratégie, dans la méthodologie du design thinking. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui fait la différence pour moi dans l'approche du RH avec les employés, dans sa manière de travailler. Parce qu'on ne se le cache pas, pour tous ceux qui ont travaillé dans des grandes organisations, le département de ressources humaines n'est pas notre ami. On les voit pas, on les voit très, très rarement faire les activités dont tu viens de décrire là, de descendre dans l'usine, de faire de l'observation, si ce n'est peut-être que de noter l'efficacité des gens, mais on ne les voit pas venir avoir une démarche d'empathie envers le travail qui est effectué partout. Peut-être par manque de temps, c'est peut-être pas de mauvaise volonté, mais ça semble pas dans la méthodologie des gens qui font de la ressource humaine en ce moment dans les grandes organisations, là. Alors moi, je dirais aussi que ça pose un vrai sujet de culture et de positionnement et de posture. Et je comprends que ce soit pas si évident que ça de changer de posture quand on est RH. Je le comprends tellement parce que c'est vrai que le RH souvent a cette posture de faire le pont entre les employés et la direction, mais il renvoie souvent malheureusement, il peut renvoyer souvent malheureusement cette vision aux employés d'une personne qui est difficilement accessible, qui va être plus du côté de la direction. Tout à fait. Et donc, il y a cette posture un peu haute, que je dirais un peu de sachant et qui fausse un peu les choses. Et aujourd'hui, pour moi, pour pouvoir être un ou une RH qui va réussir à appliquer aussi cette méthodologie du design thinking, qui va lui apporter tellement de choses, parce que finalement, c'est pas que pour les employés. Je suis convaincue que pour le métier de RH, ça redonne beaucoup de sens aussi. Il va falloir changer de posture et de passer vraiment à une posture, pour moi, de facilitateur, facilitatrice. Et ça, c'est un vrai changement, c'est un vrai shift à faire, un vrai changement de culture. Et je comprends que ce ne soit pas évident et j'ai bon espoir qu'on peut y arriver. Mais voilà, il faut vraiment, je pense, expliquer au RH et puis surtout à la direction qui soutient aussi cette posture RH, que en fait, tout le monde a y gagné et que finalement, pour réussir aujourd'hui, on réussit ensemble.
et pas les uns séparés les uns des autres. Et je pense que c'est fondamental. C'est intéressant parce que c'est effectivement le titre de quelqu'un qui fait du design thinking, c'est un facilitateur. Mais toi, tu dis, ce serait intéressant de transposer le titre de facilitateur à un facilitateur à l'intérieur de l'organisation en tant que ressources humaines, parce que ça devrait effectivement être beaucoup plus proche de ça que ressources humaines, qui est déjà un peu tordu comme terme. On parle d'humain, on parle de ressources, c'est un peu particulier. Oui, c'est vrai. Alors, il y en a beaucoup qui essaient de changer ce terme en parlant de richesse humaine. Et maintenant, il y a le terme capital humain qui arrive. Mais finalement, j'ai envie de dire, peu importe comment on s'appelle, c'est ce qu'on fait qui est important. Et c'est la manière, je dirais même plus loin, c'est-à-dire que le design thinking, c'est bien en termes de méthode. Ça apporte une méthode pour, contrairement à ce qu'on pense, aller plus vite, faire plus de petits projets et puis voir vraiment le bénéfice aussi au niveau de l'engagement des employés aussi en face qu'on inclut dans les projets. Mais c'est pas qu'une question de méthode, le design, c'est vraiment aussi un état d'esprit. C'est vraiment un mindset à cultiver qui est important. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit que finalement, c'est pas vraiment ce qu'on pense qui est important, c'est comment on pense. Et il est question de ça aussi. Et est-ce qu'on commence à voir un peu au niveau des ressources humaines aussi le côté transversal un peu le parcours de l'employé entre le moment où, puis d'ailleurs, il faut, j'imagine, aussi compter le fait que ceux qui ne sont pas retenus à l'emploi sont aussi des gens qui font partie du parcours de l'entreprise. Sur 100 personnes qui soumettent un CV, en général, on sait qu'il va en avoir un ou deux qui vont être acceptés pour des postes ouverts, mais les 98 autres sont des ambassadeurs qui peuvent devenir très négatifs envers la marque parce que ils ont, puis on le voit, on l'entend souvent, ça, ils ont été un peu traités comme n'importe quoi. On leur réécrit pas pour leur dire qu'ils n'ont pas retenu. Et pourtant, c'est un petit suivi envers une clientèle importante, d'ambassadeurs, de gens qui peut-être te diraient, moi, je vais resoumettre un jour, ou peut-être pas. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui commence à être tenu en compte dans les processus de ressources humaines? Pas assez. Alors moi, j'ai un peu ce parti pris. Je trouve que c'est pas assez. On essaie quand même un peu plus, mais là encore, il s'agit d'un vrai parcours employé, un vrai parcours d'expérience. Et comme tu le dis très bien, ce parcours, il commence aussi avec ceux qui n'ont pas été retenus. Et il faut pouvoir réussir à adopter finalement cet esprit de je me mets à leur place. Qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pensent, de quelle manière ils vont relayer leur expérience. Et ça doit être pris en compte dans la manière dont on va aborder, dont on va construire finalement le parcours de recrutement et puis d'onboarding. Et voilà, c'est de A à Z voilà, chaque étape compte et chaque contact que l'employé va avoir avec l'entreprise compte. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et même le départ, hein, de laisser partir un employé parce qu'il va vers un défi qu'on ne peut pas lui offrir, mais c'est tant mieux. Il doit y avoir littéralement même une cérémonie de départ. Si on le prend bien, théoriquement, ça doit être bien. Puis on a vu tellement de changements de rituels aussi depuis la pandémie. J'ai vu beaucoup de publications sur LinkedIn de gens de RH dire « Oh mon Dieu, on est beaucoup ghostés en entrevue. Les candidats ne viennent même plus. » Et je ne prenais pas trop pitié de par le fait que, justement, ils devaient se remettre en question, mais ils ne semblaient pas se remettre en question à cause de ça. Il y a quelque chose là qui appelle de la méthodologie comme celle que tu es en train d'appliquer dans leur domaine. Là. Oui, oui. Et puis, je pense qu'il y a une vraie réflexion autour de ça et autour de cette partie, justement, de recrutement. Je pense que c'est déjà... Et ouais, c'est vraiment une vraie réflexion globale, déjà, de quel profil on a envie d'avoir, de quelle personne on va intégrer, et puis vraiment partir de beaucoup plus des soft skills et de qui est la personne que je vais intégrer, beaucoup plus de qu'est-ce qu'elle fait. Il faut faut pas le mettre de côté, quitte peut-être même au début, peut-être à faire beaucoup plus de profiling dans les profils, c'est-à-dire que on pourrait peut-être imaginer envoyer un formulaire de recrutement bien avant un entretien et avoir un formulaire très construit où on va poser vraiment la question à la personne, en fait, qui es-tu? Pourquoi tu viens chez nous? C'est quoi ton projet? Tu as un projet à développer? Voilà, de quelle manière tu as envie de grandir? Est-ce que tu as envie d'être de passage chez nous? Parce que même des gens, en effet, qui ne vont pas rester, on peut les accompagner super bien à la sortie
Parce que déjà, nous, on a accepté peut-être le fait qu'il soit juste de passage et qu'il aussi, même en étant de passage, apporter quelque chose de très beau à l'entreprise. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas rester figé comme ça sur une manière ou pas de faire cette expérience du recrutement, en fait, et cette expérience employée. Il faut vraiment envisager plein de choses et vraiment ne pas mettre de côté les soft skills et puis et les compétences humaines et sociales. Et puis, moi, je mise beaucoup aussi sur les compétences d'un intrapreneur. Je trouve qu'elles sont importantes aussi à mettre en avant parce que ça change aussi l'expérience de la personne que de venir à l'intérieur d'une entreprise et de se dire, tiens, moi, je vais avoir un côté aussi intrapreneur. C'est-à-dire que moi aussi, je vais apporter plein de choses à l'entreprise parce que je vais aller... j'ai beaucoup de relations et puis j'écris des articles dans tel magazine et puis et tout le monde se nourrit en fait de cette expérience-là. Ce que la méthodologie design apporte beaucoup au RH, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est juste de mieux se comprendre aussi les uns et les autres et résumer des besoins des autres et de la façon de fonctionner qu'a l'autre. Et je pense que ça revient aussi avec cette idée de retour au bureau, c'est-à-dire que faut que les gens se comprennent le directeur qui demande telle chose et que le directeur comprenne pourquoi, à un moment donné, il y a de la résistance en face. Et c'est aussi ça, essayer d'aller voir aussi, d'aller rechercher finalement les points de blocage aussi des gens et pourquoi, en fait, pourquoi ça se passe comme ça. Et il y a une phrase aussi, moi, que j'aime bien et qui peut s'appliquer à ce cas-là et puis à plein de cas, c'est que finalement, on se rend souvent compte que les problèmes d'aujourd'hui sont les solutions d'hier. Ça veut dire que finalement, on a tendance à aller trop vite à la solution en passant les étapes, c'est-à-dire en se demandant quel est le vrai problème et puis quel est le besoin des gens. Et finalement, on applique des solutions qui deviennent plus problématiques qu'autre chose. Et c'est là qu'on voit une pauvre personne toute seule dans des grands bureaux vides derrière elle. On a appliqué une solution, mais ouais. Oui, exactement. Oui, c'est important. C'est important de pas sauter les étapes et de repartir de l'essentiel finalement, de cette compréhension qu'on peut avoir des uns et des autres. Super intéressant. Catel, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Jean-François. Avec plaisir. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez été là jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis sinon, à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.